Salut et bienvenue sur En Vrai, le podcast de Coca qui te propose chaque mois des tables rondes sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Mais aussi des sujets sur lesquels on a envie d'approfondir, d'ouvrir le débat, de partager nos expériences, mais aussi et surtout d'écouter celles de nos invités. Alors embarque avec nous dans ces discussions où chacune partage sa vérité, parce que chez Coca, il n'y a qu'une seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Moi, c'est Diane, ça fait 2 ans que je suis chez Coca en tant que développeuse back-end et aujourd'hui, je vais prendre le relais de Joe pour co-animer cette série En Vrai. Le thème du jour, ça va être la créativité. Autour de la table, on a 5 clowns qui exercent des métiers super différents et elles vont tenter de répondre à la question suivante. En vrai, c'est quoi la créativité ? Alors, je vais vous présenter, on va faire un petit tour de table. Donc, tout au bout de la table, on a Chris qui, je te cite, est le porteur du projet Data chez Coca et tu es dans la tanière depuis 7 ans. Ouais, en vrai, ça fait 7, mais moi j'annonce à tout le monde que ça fait 2 semaines que je suis là. Parfait. Ouais. À ta gauche, à ta droite, on a Lisa, qui est du coup visual designeuse et qui est dans la tanière depuis à peu près 2 ans et demi. Et ton rôle, en gros, c'est de créer les petites loutres animées qu'on peut retrouver partout, à droite, à gauche. Entre autres. On a également Jonas, acheteur QHome, et qui est entre autres à l'initiative du projet La Journée des Arts. Oui, salut. Natacha, responsable supply chain et aussi support caucasien, qui est dans la tanière depuis presque 3 ans maintenant. C'est ça. Et Seb, le petit nouveau, on va l'appeler comme ça, qui est notre apprenti interactive media designer. Et tu es chez Coca depuis 3 ans. 3 ans, ouais, exact. Super. Avant de continuer à vous donner la parole, je vais prendre ma petite feuille magique pour vous citer la définition du dictionnaire de la créativité. Alors, créativité non féminin, c'est la capacité, le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Maintenant qu'on est à peu près tous alignés sur ce terme, on va faire un petit tour de table encore pour vous demander, pour vous, c'est quoi la créativité ? Qu'est-ce que ça représente ? On peut commencer avec Natacha. Alors, pour moi, la créativité, au-delà de la définition du dictionnaire, c'est la capacité à, trouver des solutions innovantes à différents problèmes et puis peut-être à chercher à voir les choses sous un angle différent. Super. Lisa ? Je suis alignée avec tout ce qui a été dit, mais je pense aussi c'est savoir regarder là où on ne penserait pas forcément, avoir les yeux grands ouverts, rester curieux et puis aller farfouiller. Et c'est là aussi où on peut trouver parfois des choses. Trop bien. Chris ? Moi, la créativité, j'ai souvent associé justement à toute la partie artistique. Et surtout, à mon sens, c'est quelque chose où on doit justement prendre un petit peu de recul. Pouvoir justement augmenter son champ de vision et puis pouvoir sortir des sentiers battus. C'est un petit peu le concept, à mon sens. Jonas ? Moi, je rejoins aussi un peu tout le monde, et puis je dirais que je rajouterais le côté se laisser surprendre et essayer de créer la surprise aussi. Enfin, voilà, et pas avoir peur de l'échec. Et Seb ? Je suis aussi un peu aligné, mais pour moi, la créativité, c'est avant tout la faculté qu'a un individu à être original, à créer une nouvelle chose, puis un peu à sortir de ce qui est des conventions habituelles, et qui est constamment en train de créer, qui a tout le temps l'esprit un peu ailleurs et qui cherche constamment à innover. Hyper intéressant. Est-ce que, on va dire qu'en dehors de votre métier, sur votre temps peut-être plus libre, plus personnel, il y en a qui créent de manière peut-être artistique en dehors de Coca ? Ouais, Seb, toi tu fais des choses en particulier ? Ouais, moi je fais de la photo de scène en dehors. Enfin, je fais du graphisme, de la vidéo et de la photo de scène. Du coup, oui, j'estime que c'est créatif parce que j'essaie toujours d'être un peu en dehors de ce qu'on voit habituellement. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive un peu à ouvrir des portes et à changer les choses. Jonas aussi, Oui, je crois que tu es assez moi aussi, créatif. ouais. Enfin, assez créatif, je sais pas, mais je fais du théâtre d'improvisation depuis 6 ans, 7 ans, 6 ans. Donc oui, ça revient un peu à la notion de, je sais pas si j'en ai parlé avant, mais du lâcher prise. Et puis, oser, et puis se laisser aller, et puis écouter un tout début d'idée qui va peut-être amener à quelque chose de plus grand, quoi. Raconter des histoires. Et vous diriez que le fait de créer en dehors de Coca, c'est quelque chose qui vous apporte dans vos métiers, ou en tout cas vous ressentez un besoin dans vos métiers en particulier ? Pour ma part, oui, parce que le fait d'être sur scène déjà, devant un public, savoir parler devant du monde, ouais. Et puis aussi réagir. Je suis dans un métier qui demande à discuter, à négocier avec des fournisseurs, des partenaires, donc savoir rebondir et pas rester les bras croisés et puis muet. Donc je pense que sur ces points-là, oui, ça m'aide pas mal. Ouais. Ouais, je suis d'accord.
Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que ça m'aide énormément à un peu plus m'exprimer personnellement que quand je travaille. Parce que quand je travaille, je parle pas vraiment pour moi. Du coup, ouais, en vrai, totalement. Je trouve que pour moi, c'est même une nécessité d'avoir quelque chose à côté parce que je sais que ça m'aide énormément à relâcher aussi un peu et être aussi créatif et continuellement dans mon travail, quoi. Trop bien. Je vais t'embêter un peu, Chris, parce que toi, tu as un rôle qui est peut-être plus, qui est moins considéré comme créatif, on va dire, vu que tu travailles pas mal avec des chiffres et du coup de la donnée. Complètement. Du coup, dans ton métier, c'est quoi un peu le rôle de la créativité? C'est quoi ce que ça apporte ou comment tu vas amener la créativité dans ton travail, justement? Alors, par rapport au travail, justement, je suis souvent perçu, comme tu le disais, quelqu'un de très sérieux, très binaire, qui regarde les chiffres. D'ailleurs, il y a un ami, il me dit tout le temps, toi, ton rôle, c'est de mettre des pastilles vertes et des pastilles rouges. Je fais merci. Bon, bref. En gros, l'idée d'amener la créativité, c'est surtout, il y a plusieurs aspects, déjà par les présentations que je vais réaliser. Mettre des informations et des données brutes comme ça, c'est pas toujours quelque chose qui va capter spécialement le public. Et du coup, j'essaie un maximum de rendre le côté un petit peu dynamique parfois, et puis aussi par la présentation. Sortir de 3 jokes, essayer de aussi faire des comparaisons, des choses toutes bêtes, des comparaisons de la vie quotidienne avec les résultats qu'on a obtenus. Ça permet aussi de mieux se projeter. Et du coup, des fois, j'essaie de tourner derrière, fais des références pop, machin et tout. Puis c'est pas toujours facile, mais j'essaie un petit peu de prendre un peu de recul là-dessus et puis de pas d'être à fond sur mon tableur, des choses comme ça. Jose, t'as un exemple de ça Au niveau des exemples, bon, on peut pas tout dire, mais souvent, par exemple, j'aime bien donner des exemples où je compare, par exemple, un véhicule. Je dis, voyez, pour atteindre ce goal-là, vous avez le choix. Ou vous prenez une petite voiture et puis on va l'atteindre, ou vous prenez une bonne grosse voiture, électrique, mais une bonne voiture bien performante qui vous permettra d'atteindre ce goal, etc. Et puis je fais 2-3 métaphores là-dessus, etc. Okay. Mais ça vient assez naturel. En fait, ça vient souvent sur le moment. Pour être honnête, il n'y a rien de préparé. Donc, Hyper cool. Et du coup, à l'inverse, toi, Lisa, tu as un métier qui est peut-être plus considéré comme créatif. Tu dirais que tu dois aussi intégrer de la data, par exemple, ou genre t'es vraiment genre full créative et tu t'en fiches entre guillemets, mais genre comment t'arrives à mixer un peu justement ce côté plus créatif où on te pousse peut-être à aller dans ce côté-là et le côté aussi peut-être business, on va dire, et data? Ouais, alors clairement que je dois aussi travailler avec des données. De mon côté, ça va être un mix de données. Autant, on a quelqu'un dans la team qui va nous rapporter des données plutôt quantitatives, plutôt du chiffre. Et il y a une autre personne, du coup, qui va vraiment nous apporter les retours utilisateurs, en fait, donc des feedbacks sur le produit globalement. Et puis ça aussi, c'est une donnée que nous, on va appeler plutôt qualitative. Et puis du coup, c'est finalement être créatif, mais avec des contraintes. Mais des contraintes qui permettent de donner un cadre. Parce que si tu n'as pas de cadre, le problème, c'est que tu peux aller dans tous les sens et tu peux perdre beaucoup de temps. Et puis, l'autre donnée, c'est aussi que je travaille vraiment en team et pas en solo. Donc, finalement, tout ce que je vais faire, je vais aussi le soumettre à ma team. On va en discuter avec la team. Et du coup, ça fait plein de données, plein de petites contraintes. Mais je trouve plutôt cool. Mieux vaut ça que la page blanche, en tout cas. Ok, ouais. Du coup, vous pensez que la créativité, c'est quelque chose qui se travaille? Par exemple, toi, je sais pas, Natacha, est-ce que tu dois travailler la créativité dans ton métier au quotidien ou... Oui, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Alors, je pense comme disait Chris au début, on parle souvent de la créativité comme le côté artistique. Alors, c'est clair que dans mon métier, il sera plus sur le côté innovation, technologique, ces choses-là. Et en fait, oui, tu peux très vite t'enliser et te contenter du quotidien et de ce qui est existant. Mais il faut toujours chercher en fait à challenger, à revoir, à vivre avec les nouvelles technologies parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui arrive. La supply chain, elle est aussi aujourd'hui, elle utilise énormément de robotique, d'automatisation, d'intelligence artificielle. Et tout ça, si tu suis pas, si tu fais pas attention, tu seras plus aussi efficace et tu vas perdre en compétitivité en fait. Ok. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Lisa, parce que tu parlais justement de la page blanche. Il y en a à qui ça arrive d'avoir des fois de la peine d'inspiration ou genre qu'on faudrait confronter à ce symptôme de la page blanche, puis vous faites quoi quand vous êtes confronté à ça? Vas-y, excuse. Non, moi je disais que ça arrive, mais pour moi je vais jamais chercher à me forcer à trouver des idées quand j'ai cette page blanche, parce que pour moi ça va de soi, c'est une phase, il faut juste laisser couler parce que c'est naturel on peut pas tout le temps être inspiré. Et c'est juste un truc pour moi, quand ça m'arrive en tout cas, je sais que je le laisse vraiment couler, puis que j'attends un peu, puis un peu de temps après, ça revient tout seul en fait.
Et j'ai déjà vu plein de gens qui essayaient un peu de forcer des fois la machine quand ils avaient des pannes d'inspiration. Puis j'ai l'impression que c'est pas tout le temps là qu'on sort le mieux de ce qu'on fait, ouais. Créativement parlant en tout cas. J'ai presque envie de dire que la créativité, elle arrive dans un contexte en fait. C'est pas, il y a des choses, il y a des personnes qui sont naturellement créatives, hein, c'est inné en elles, mais des fois, il faut qu'on crée un peu ce contexte en fait. Et des fois, justement, le fait de s'isoler ou des choses comme ça permet en fait de faire grandir notre créativité. Ouais, je voulais le dire avant, mais moi je sais que typiquement ma créativité, je l'entretiens quasi jamais parce que depuis que je suis tout petit, c'est nature en fait. Je suis curieux, je me vais partout, j'ai la tête partout dans plein d'idées, dans plein de trucs. Genre tout ce que je fais, c'est genre 10% de ce qui se passe dans ma tête et je sais que c'est pas un truc que j'arrive à entretenir parce que ça se passe constamment en fait. C'est tout le temps et c'est mon quotidien, entre guillemets, ouais. Du coup, il y en a qui ont besoin, je sais pas, d'aller se ressourcer à certains moments ou de prendre du recul avec leur travail pour justement pas être confronté à la page blanche. Ouais, clairement. C'est vrai que le problème, quand tu travailles sur un sujet, et même si tu dois être créatif, au bout d'un moment, tu as tellement les yeux rivés dans une direction ou même ta façon de penser que du coup, tu vas un petit peu te limiter d'une certaine façon. Et l'avantage de prendre du recul, de lâcher prise, ça peut être sous tellement de formes, mais genre, je sais pas, aller se balader en montagne, puis souffler un coup, ça permet de revenir sur la problématique avec une nouvelle perspective. Et j'ai l'impression que c'est essentiel dans la création. Toi, Jonas, tu as un métier en tant qu'acheteur QM où tu dois sans cesse renouveler puis proposer des nouvelles offres à la communauté, pas du déjà vu, ou enfin vraiment, tu as plein de contraintes. Comment tu fais pour rester innovant tout le temps et puis pour justement rester créatif dans les offres que tu vas proposer à la communauté? Mais c'est pas évident parce qu'on pourrait se dire, on a le Mister Chiffre à côté, mais quand on fait une campagne qui marche bien, hein, où on a beaucoup de volume de vente, on pourrait se dire, je vais reproposer ce produit-là parce qu'il a plu ou cette offre. Et en fait, moi, ça m'amuse pas parce que j'ai envie, c'est Coca d'amener quelque chose de nouveau, ouais, pour cette partie aussi un peu fun. Si je faisais toujours les mêmes produits, je m'ennuierais. Pour ça, ça arrive. Les pages blanches, on est dans l'anticipation des offres qu'on prépare quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Ça met du temps. Quand on rencontre un partenaire, ça peut prendre 3, 4 mois, des fois 1 an avant de faire une offre. Mais on a aussi des fois un coup de... je suis chez des amis, je vois une horloge que je trouve chouette, je leur demande où ils l'ont acheté, et puis voilà, je contacte la marque. Et ça vient aussi comme ça, quoi. Donc oui, on a un planning à remplir, mais après on est plusieurs acheteurs sur le même shop, donc on a toujours de l'aide des autres si on ne trouve pas d'offres à proposer. Ouais. Puis j'ai l'impression que tu as aussi pas mal de liberté, parce que là, il y a la journée des arts qui s'est passée il n'y a pas longtemps, où justement là c'est encore un concept nouveau, où tu as pu pousser un peu ça encore plus loin. Donc là, on a lancé cette journée en mars 2022. L'idée, c'était avec Visartevo, qui est une association nationale, mais sur la partie vaudoise, de trouver 7 artistes et de proposer 7 œuvres exclusives pour la communauté en tirage limité. Ça a bien fonctionné, et là, cette année, on refait le projet, mais en plus large. C'est-à-dire qu'on a lancé l'appel à projet en septembre, justement, pour demander à toute la Suisse, tous les artistes professionnels de nous proposer une œuvre. On a un jury qui va se retrouver en début d'année prochaine pour sélectionner les œuvres, et puis on fera à nouveau cette vente sur Coca. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, entre guillemets, qu'on ne va pas trouver sur d'autres sites. C'est quelque chose qu'on peut faire chez Coca, que je ne pouvais pas faire dans mes anciens métiers, quoi. C'est la partie liberté où on a un projet, on a une idée, on peut la faire. Et puis si on soupe, c'est pas grave, on la refait pas derrière. Et puis là, quand ça marche, on continue, puis on agrandit encore plus le projet. Hyper cool. C'est vrai, après, Natacha, je t'ai présenté comme responsable supply chain et services caucasiens, c'est peut-être quelque chose qui est un peu abstrait pour les gens. Est-ce que tu arrives juste rapidement à nous expliquer un peu ce que c'est ces différents corps de métier, et puis aussi peut-être comment justement, tu vois, Jonas qui a beaucoup de liberté sur la création de ses offres, comment au niveau de la logistique puis du service caucasien vous arrivez justement à intégrer cette créativité puis à proposer des projets peut-être innovants aussi. Ouais. Alors le service caucasien, c'est le support qu'on offre à nos caucasiens. Eux, ils ont clairement, ils ont des processus qui sont assez établis. Par contre, on leur laisse une énorme marge de manœuvre dans la résolution des cas, et on essaye vraiment de leur inculquer quand ils arrivent la Coca Touch, ce qui fait que ce service-là est différent. Ouais. Ils ont la capacité de proposer des solutions innovantes, de proposer des choses très personnalisées ou aussi surprenantes. En fait, on essaie de surprendre le client dans la résolution d'une expérience négative, en fait. L'idée, c'est vraiment de tourner
le problème en fait en une super expérience pour la personne qui a dû nous contacter. Et ils ont vraiment une grande marge de manœuvre. Et ils ont l'ADN, quoi. Okay. Après, la supply chain, pour ceux qui connaissent moins, c'est tout ce qui est gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc là, chez Coca, on a les approvisionnements et la logistique. Alors, au niveau de la logistique, l'innovation, la créativité, elle vient vraiment justement dans les méthodes qu'on doit mettre en place pour absorber les volumes, en fait. Et puis, aujourd'hui, une supply chain, elle doit être vraiment... elle doit être technologique. Donc, elle doit être efficace, agile, flexible pour s'adapter aux tendances. On voit qu'il y a énormément de tendances qui changent, de comportements d'achat aussi avec les réseaux sociaux. Tout va plus vite, l'offre est beaucoup plus grande, donc on doit être capable de livrer très vite. Et puis aussi, après, si on est plus efficace, ça nous permet aussi après d'investir peut-être dans d'autres choses, comme la durabilité. La supply chain, elle doit aussi être maintenant de plus en plus durable. Donc là-dessus, on est encore un petit peu balbutiant, mais on cherche toujours à éviter le suremballage ou à développer des nouvelles technologies qui nous permettent d'être plus durables. Et puis, un des autres aspects aussi, je pense, qui est très important et qu'on a vu ces derniers temps avec le Covid et avec différents problèmes qu'on a pu connaître dans les chaînes d'approvisionnement, dans les transports, c'est la résilience. Je pense que ceux qui s'en sont vraiment sortis au niveau du Covid et des crises qu'on a connues, c'est les supply chains qui étaient résilientes, qui ont su soit déplacer leur sourcing, soit s'adapter à une nouvelle clientèle. Donc typiquement, il ne faut pas dépendre que d'un seul fournisseur, mais il ne faut pas dépendre que d'une seule origine. Il faut être capable d'être créatif, de trouver d'autres sources, d'autres façons de faire quand la crise se produit, en fait. Ouais. Autour de la table, on a des profils assez différents. Il y a Sébastien qui est du coup en CFC, c'est un peu ton première expérience chez Coca. Il y a des gens qui sont passés par plusieurs entreprises avant, dont des grosses entreprises. Est-ce que vous diriez que le fait de travailler chez Coca, ça a changé votre rapport à la créativité? Et si oui, un peu, je sais pas, peut-être comment, ou qu'est-ce qui diffère d'une entreprise, on va dire, plus classique, entre guillemets. Peut-être, je sais pas, on peut commencer par toi, Lisa. Alors, j'ai pas énormément de recul. Coca, c'est mon deuxième job, mais voire 3 si on compte mon stage. Il faut augmenter le CV un petit peu, là, faire de la pub. Je rigole. Du coup, je pense qu'il y a de cool chez Coca, c'est qu'en fait, on a le droit de se foirer, quoi. Enfin, dans le sens, il faudrait éviter, ce serait mieux, ça coûte quand même de l'argent de se foirer, mais on a le droit. Et puis, il n'y a personne qui va te détester, disons, pour ça, ou qui va te faire des remontrances ou autre. Enfin, on s'autogère bien, on est tous humains. Il y a vraiment ce côté un peu de respect, en fait. Puis comme on a tous nos responsabilités, du coup, forcément, de temps en temps, il y a des couacs. Et ce côté humain, moi, je dois dire, je le ressens vraiment chez Coca et je trouve plutôt cool, quoi. Toi, Chris, ça a changé quelque chose? Oui, complètement. Le cadre, déjà, c'est clair que travailler dans un certain cadre, en fait, ça va te permettre d'obtenir une certaine créativité. Coca donne cette possibilité. Le système le donne aussi. On a un système qui est pas hiérarchique, vraiment très fermé et structuré, mais on est plutôt dans un système qui est holacratique. Et puis grâce à ça, ça a permis justement aussi de pouvoir se responsabiliser, mais en même temps de te donner des possibilités de faire les choses. Et donc, quelque part, la seule limite de la créativité, c'est le cadre. Et là, chez Coca, on met le cadre, mais on te permet, un peu comme on le dit souvent, on est des cercles, c'est des membranes, et ça te permet de les traverser. Et du coup, clairement, si on doit faire une comparaison, Coca aide nettement pour la créativité. Toi, tu dirais ça aussi, ça, côté multi? Parce que c'est vrai que vous êtes quand même amené à créer des offres hyper variées, du coup... Tu dirais que tu es dans une bulle de travail qui te permet d'exprimer ta créativité, voire même de la dépasser? Moi, vu que c'est mon apprentissage et c'est ma première vraie expérience dans un cadre professionnel, je dirais que ce que m'a apporté en Coca, en tout cas, c'est que ça m'a apporté à cadrer un peu plus mes idées et puis justement ma tête qui va dans tous les sens. Parce qu'avant, c'est vrai que je partais un peu dans tous les sens et j'arrivais pas à en tirer le meilleur. Puis ça m'a un peu permis de me professionnaliser dans la manière dont je réfléchis, dans comment je procède pour créer, pour être créatif justement. Oui, pour moi, on est clairement à un endroit où on peut être créatif et on peut proposer des idées sans qu'il y ait vraiment de limites, si ce n'est nous-mêmes en vrai. Et c'est vrai que moi aussi, avant d'arriver dans le monde professionnel, j'avais l'image très froide et carrée
est fermé du monde de l'entreprise. Et petit à petit, ça s'est un peu ouvert, surtout que moi je suis arrivé en pleine pandémie, du coup c'était un peu compliqué pour m'intégrer. Mais plus le temps passe, plus ça s'est ouvert et plus je me suis rendu compte que Coca c'était vraiment pas du tout comme ça et que c'était pas du tout comme ce que j'imaginais en rentrant en apprentissage, quoi. Et toi, Jonas, peut-être, je sais que avant, tu avais travaillé chez un fournisseur de meubles. Oui, bah, il y a deux boîtes où, je ne peux pas dire la marque, un géant orange qui livre des courses à la maison, ça commence pas par un C. Là, je bossais avec des fournisseurs qui sont des grandes marques de l'alimentaire. Si la grande marque de l'alimentaire vient en disant qu'il lance un nouveau chocolat à la noisette, et qui va faire des pubs à la télé, ben je sais que ce produit, il faut que je le mette dans mon référencement parce que j'ai pas le choix, entre guillemets, ça va être la tendance, et puis j'ai des produits que je dois avoir forcément dans mon assortiment, comme des pâtes, des ceci, des cela. Donc oui, ici, le fait que les campagnes durent 24 à 48 heures, que ça dure si peu de temps, ben on doit tout le temps se renouveler, donc je peux justement prendre des risques. Et puis pour en revenir sur le magasin de meubles dont tu parles, là la différence c'est que les produits sont exposés dans le magasin. Donc si j'ai le droit d'exposer 50 mètres linéaires d'armoire, c'est 50 mètres linéaires. Si je veux référencer une nouvelle armoire, il faut que je puisse la mettre dans le magasin. Donc je suis obligé de vider le stock. Et voilà, donc ça c'est une contrainte qui est un peu lourde. Alors que là, chez Coca, ben, on n'a pas de showroom à part sur le site. Donc je peux référencer vraiment les produits que je veux sans avoir peur de ça, du surstock, quoi. Très bien. On va peut-être rentrer dans une question peut-être un peu plus philosophique, si j'ose utiliser ce terme. Est-ce que vous pensez que la créativité, elle a nécessairement un but ? Alors c'est vrai que si on prend le côté vraiment artistique, créativité, peut-être, ouais, là il y a peut-être justement un but qui est moins défini, mais dans vos métiers où justement on est confronté à de la data, on est confronté à plein de choses, des cas concrets, quoi. Est-ce que vous diriez qu'il y a nécessairement un but dans ce que vous créez ou de ce que vous mettez en place pour être plus innovant ? Peut-être Natacha, si... Alors, je pense que je suis l'exemple peut-être du domaine où il y a plus facilement un but, oui, effectivement. C'est-à-dire que quand on va mettre en place une solution innovante ou plus créative ou des nouvelles machines, il va falloir que ça apporte quelque chose et que, bêtement, qu'il y ait un retour sur investissement, parce que sinon, effectivement, je pense qu'on ne le fera pas. Après, ce ne sera pas forcément vrai, par exemple, ça sur le service caucasien, où on pourra se permettre de faire certaines choses pour... Enfin, c'est peut-être plus philanthropique, quoi, plus parce qu'on a envie de le faire et qu'on a envie d'être, si on veut envoyer un bouquet de fleurs à un client qui se marie parce qu'on sait qu'il se marie aujourd'hui, on ne cherche pas un but spécial, c'est que c'est une habitude de le faire et puis qu'on va après... Hyper cool. Ça peut-être, vous, c'est vrai que genre, je sais pas, quand vous créez les visuels pour les offres, ça a nécessairement un but, effectivement, parce que c'est pour mettre en avant l'offre, mais est-ce qu'il y a des contraintes avec un but particulier ou... Que l'acheteur soit content. Ouais. Faire plaisir à l'acheteur d'abord. Ouais, il y a plein de contraintes, oui, mais après, moi, je suis plus trop dans le secteur offre actuellement, mais c'est vrai qu'à l'époque où je l'étais, la plus grosse contrainte, c'était de mettre en valeur le produit sans dériver ce qu'on voulait montrer, ce qu'on voulait vendre. Donc, on pouvait se tenter de faire 2-3 trucs, des visuels un peu créatifs et tout, pour un peu sortir du lot, que vraiment l'offre, elle tape dans l'œil du client. Mais il ne fallait pas que du coup on perde le sens du produit, et c'est un peu le gros challenge qu'on a, en tout cas, que j'avais avant en tant que créateur d'offres. Maintenant je suis à la com, et la com c'est un peu différent, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est un peu différent dans le sens où il y a une audience à entre guillemets, séduire, il y a quelque chose la différence elle va se faire dans le fait qu'il faut qu'on innove pour un peu accrocher les gens, pour que l'image soit accrochante et puis un peu innovante, à l'image de Coca en fait au final. Lisa, quand on s'était entretenu, je me rappelle que tu m'as dit une phrase qui était assez cool, que tu arrivais des fois à créer dans le but de faire des petits cadeaux aux utilisateurs. J'avais trouvé cette phrase hyper cool, parce que là le but il est peut-être moins justement comme la logistique où il faut être peut-être performant. T'arrives à nous en dire un peu plus sur ces petits cadeaux que tu proposes régulièrement sur les plateformes? Clairement. En fait, le truc, c'est que moi, je travaille du coup plus sur l'interface utilisateur, mais cette interface, elle doit être avant tout accessible, fonctionnelle, inclusive, un minimum, dans la mesure du possible. Mais en plus de ça, il faut mettre un peu une touche de créativité, de fun et disons d'amour pour en fait montrer aux utilisateurs finaux. On le fait avec passion, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et je pense qu'un bon exemple sur notre produit, c'est par exemple quand tu as passé ton achat sur la page de confirmation,
tu as une fameuse loutre, enfin, tu as le texte high five, donc top là en français, qui apparaît à l'écran. Donc, tu as cette petite touche de magie où les choses se forment sous tes yeux. Et ensuite, tu as cette fameuse loutre qui te fait littéralement le top là. Et puis en plus de cacher des petites choses dans l'interface pour la rendre un peu plus interactive avec l'utilisateur. Donc typiquement, si tu recliques sur la patte de la loutre, boum, tu as des petites particules qui se génèrent. Et en plus, si tu utilises l'application... Ouais, c'est des petits trucs cachés, vous découvrez. Non, je savais pas, quoi. J'ai plein d'idées pour ça. Trop bien, on voit les... C'est vrai que même cette loutre, même moi quand je commande alors que je sais qu'elle y est, à chaque fois qu'elle apparaît, il y a un petit truc qui se passe dans mon cerveau. En fait, c'est satisfaisant, je sais pas. C'est cette petite dose de dopamine finalement, comme c'est un peu un sujet avec les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est pas pour rendre les gens addicts, mais c'est vraiment pour leur donner un petit cadeau, en fait. J'aime bien le dire comme ça. Puis en plus, sur l'application, genre, tu as le téléphone qui vibre quand tu lui refais le petit top là. Puis c'est juste donner une dimension supplémentaire au produit et la touche en plus, en fait. Je pense que c'est ça. Taper la main la prochaine. Moi, je fais mon téléphone, je vais acheter un truc pour pouvoir essayer. Il faut que je teste. C'est un dark pattern, c'est le but. Acheter. Un dark pattern. Non, mais je déconne. Si, acheter. Non, si je peux rebondir là-dessus, je pense que tout ça, le fait du mélange de tous ces métiers, c'est aussi éviter la routine. On est une app où les gens se connectent tous les jours, où ils peuvent venir voir via les notifications. Et si on avait toujours les mêmes choses, ils ne viendraient plus. Et on en revient, je pense, l'idée de créer la surprise avec tous ces éléments. Et puis voilà, si demain je vois qu'il y a cette petite loutre, oui, je vais faire encore un truc nouveau, alors que ça fait peut-être 5 ans qu'elle est comme ça, j'en sais rien. Mais donc éviter la routine, je pense, pour nous, c'est ultra important. Ouais. Et toi, Chris, dans ton métier qui est du coup orienté vraiment data, j'imagine que la créativité, elle a peut-être un but plus aussi particulier. En vrai, la créativité, on va dire qu'elle est quand même... Il y a certains compartiments où on peut se permettre un peu plus de créativité, notamment par exemple toute la partie élaboration de dashboard, des choses comme ça. De base, on part sur des données qui sont complètement brutes, qui nécessitent des fois d'être un petit peu vulgarisées pour capter un maximum le consommateur qui est en interne. Et parfois, on se permet de faire deux, trois jokes ou des petites choses. Après, si par contre c'est faux, c'est que c'est quand même notre faute. Mais en gros, ouais, ce serait une des branches où on aurait la capacité d'avoir une certaine créativité. C'est pour toute la partie justement visualisation de données, etc. Mais du coup, tu dis par exemple, donc tu fais des petites blagues et tout, mais genre ce que tu proposes c'est faux. J'imagine que genre tes utilisateurs ils vont être super mécontents, puis du coup tu vas recevoir peut-être une pléthore de critiques. Ouais. Comment ça t'affecte ça justement, tu vois, la confiance que tu as liée avec les gens qui utilisent justement, déjà la confiance justement avec les métiers, c'est quelque chose qui se gagne, qui peut se perdre extrêmement vite. Donc c'est clair que la créativité elle va être moindre. Mais du coup, ouais, si on a un problème ou quoi que ce soit, on n'hésitera pas à se remettre en question et puis revoir d'un autre angle. Et puis du coup, déclencher cette créativité qui nous permettra de pouvoir répondre au mieux aux différentes demandes. Dans les métiers plus créatifs, les critiques, c'est quelque chose que vous avez facilité à prendre, ou les feedbacks en tout cas, genre comment ça arrive déjà, comment ça vous retombe dans les oreilles, et puis comment vous acceptez ou pas ça. Je me souviens d'une des premières phrases que j'ai entendues en arrivant dans ma formation, que Nadine, ma formatrice, m'a dit. Elle m'a dit, le métier dans lequel tu arrives, c'est un des métiers où il y a le plus de frustration à gérer. Et je crois que je lui remercierai jamais assez de m'avoir dit cette phrase, parce qu'en vrai c'est totalement vrai, et puis je pense que je m'en serais pas rendu compte si elle ne me l'avait pas dit. Parce que dans les métiers créatifs comme ça, comme le nôtre, on a toujours une partie de nous quand on crée. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose des fois pour quelqu'un d'autre, mais toujours une partie de nous. Et quand on a un retour, des fois on a tendance un peu à le prendre personnellement parce que c'est nous qui avons fait. Et on a plus au lieu de se dire ce que tu as fait c'est bien, mais on le prend vraiment en mode... ce que tu fais c'est pas ouf ou autre, et je trouve que c'est méga important d'avoir ce recul et un peu la tête froide surtout sur ce genre de cas, surtout à l'époque quand je faisais des offres, quand je vous envoyais des offres aux acheteurs, c'était désolé tant d'années de souffrance, mais non, en vrai faut toujours se rendre compte quand même que on travaille pas tout seul, qu'on est plusieurs, et que si c'est pour un projet personnel, oui, alors là, c'est sûr que je vais avoir beaucoup plus d'ego, mais pour ce qui est du cas d'un travail collectif, il faut apprendre vraiment à avoir une dissociation entre nous et le produit final qu'on rend, quoi. Enfin, je sais pas si toi, Lisa, aussi, t'as ce genre d'expérience, mais
Ouais, en tout cas, c'est plus comme ça que je le vis. J'essaie toujours d'avoir un peu la tête froide. Ouais. Je pense clairement il faut se détacher. Hein. Ça reste à la fin de la journée un métier, hein, même si des fois ça mixe avec ta passion, ce qui est plutôt cool. Nous, en tout cas, dans ma team, on en a carrément fait un process, la critique, en fait. On a 2 sessions. On a une session qui s'appelle design critique. Et là, ce sera, par exemple, les autres designers de la team, plus des fois du dev. Peu importe qui, en fait, finalement, doit implémenter un projet. On va vraiment soumettre les maquettes d'une personne, le travail d'une personne, pour justement profiter de l'intelligence collective, amasser de la critique, en fait, qui est plus du feedback, hein, pour permettre d'améliorer. Nous, pour ça, c'est vraiment devenu un process et puis qui est, selon moi, assez essentiel, parce que le problème, quand tu es seul dans ton coin à faire ton projet, il y aura toujours des choses que tu verras pas. Alors que les autres, avec un regard frais, qui n'ont pas autant la tête plongée dans la problématique, ils pourront toujours t'apporter une nouvelle perspective, finalement. Et puis, il y a une autre séance qu'on fait, c'est plutôt les design reviews. Et là, en fait, c'est plutôt, on a le dev de la plateforme en question qui a déjà implémenté nos maquettes. Et tout d'un coup, on verra le design en intégration et de manière beaucoup plus vivante. Et en fait, on va se rendre compte, en fait, côté design, il y a encore des choses à moduler, à améliorer. Il y a des choses qui jouent pas encore, qui jouent pas assez, disons. Et c'est aussi finalement faire un peu un check du travail de dev et d'implémentation. Donc, ça va vraiment dans les 2 sens. Et du coup, en fait, au final, la critique, nous, on en a fait quelque chose de vachement positif. Et à la fin de la journée, tu auras toujours des gens pour dire j'aime pas ce que tu as fait, c'est pas beau, j'aurais fait plutôt comme ci, comme ça. Et puis c'est aussi OK et il faut juste l'accepter, quoi, disons. Ouais, je trouve ultra intéressant ce que tu as dit par rapport à la tête dans le guidon. Parce que je pense que autant créatif que pour nous tous autour de cette table, c'est un truc qu'on a souvent. On est souvent dans le rush, surtout chez Coca, parce que ça s'arrête jamais. On est souvent dans le rush. Et c'est vrai que moi, des fois, quand je regarde des projets sur lesquels j'ai bossé il y a genre 6 mois, j'ai pas du tout la même vision. Je suis même limite là, mais qu'est-ce que j'ai foutu sur ce truc, c'est fou. Enfin, mais c'est ultra intéressant. Toi, Jonas, j'imagine que t'as des retours peut-être encore plus directs parce que genre, si une offre plaît pas, on sait qu'il y a le forum qui va s'emballer. Donc sur les offres Coca, il y a un forum où les clients ou non clients, tous ceux qui voient l'offre peuvent commenter, donner leur avis. Et puis... il faut savoir prendre du recul des fois parce que monter une offre c'est pas simple, trouver le bon produit et des fois on va pas proposer une offre pour laquelle on pense que ça plaira pas. Mais des fois ça arrive, on propose quelque chose qui plaît pas et on se fait défoncer sur le forum. C'est kitsch, c'est moche, c'est du made in China, c'est ceci, c'est cela, c'est de la merde. Et au début il y a des messages qui sont assez forts. On en parlait un peu tout à l'heure. Je sais plus si c'était avec vous ou au bureau, mais il y a des messages qui sont un peu impactants et ça fait mal. Mais maintenant, avec les années, on prend du recul. Et puis, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis, il y a aussi les chiffres qui parlent. Les ventes, c'est un produit qui se vend pas du tout. Effectivement, peut-être que le produit est très bien, mais c'était pas au bon prix ou c'était pas. Il avait rien à faire là pour notre communauté. Et à l'inverse, c'est un produit qui va très bien se vendre, mais il y a des commentaires haineux sur le forum. On est un peu partagé. Mais oui, ça pique un peu au début, mais après on prend un peu de recul, quoi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir besoin de la créativité dans son métier. Est-ce que vous avez des processus, des rituels pour justement essayer d'aller trouver cette créativité ou aller vous renseigner sur le sujet, sur des sujets que vous avez, des nouveautés ou comment vous faites pour vous maintenir au courant et mettre à jour votre créativité, si je peux dire ça? Je sais pas, Natacha, toi, tu as des outils ou... Alors... Oui, moi je dirais principalement d'abord je me renseignerai, je me tiens au courant de ce qui existe, des nouveautés, des choses qui sortent, de ce que font les autres aussi. On fait beaucoup de visites de référence aussi pour voir ce qui se fait. Après, pour la partie, vraiment quand il faut créer quelque chose ou un nouveau concept, moi j'aime m'entourer en fait. J'aime m'entourer de gens avec qui je travaille ou d'autres personnes. Je fais parfois appel à mes anciens collègues ou alors à des gens qui sont dans d'autres... J'ai un bon réseau dans d'autres entreprises. Et j'aime bien avoir des avis un petit peu partagés, en fait. Et puis le challenge, quoi, aussi sur le... Ok, trop bien. Chris, toi, tu as des outils particuliers? Comment tu fais pour, travailler tes présentations ou
Ouais. Un PC. Un PC, on se met tous en ligne. Non, bref. Non, au niveau de la créativité, je vais probablement aussi un petit peu me répéter sur ce que tu viens de dire, Natacha. C'est vraiment, nous, c'est vraiment aussi en équipe, le partage d'informations. C'est ce qui va augmenter notre créativité. Évidemment, on va aussi essayer de se tenir un maximum informé. On ne va pas réinventer la roue, hein. Toutes les informations, on les trouve sur Internet. Donc on va vraiment regarder là-dessus. Même en interne, sur notre façon de travailler chez Coca, on a des challenges qui sont dédiés justement à proposer, en fait. Toute personne apporte son angle de vue justement par rapport à la créativité. Parce que être créatif, on l'a constaté dans nos discussions, c'est quelque chose de très personnel. Et du coup, ça apporte cette autre vision. Et puis du coup, c'est par le partage en fait qu'on va pouvoir monter en créativité. Donc certes, nous, c'est pas le côté toujours le plus fun, mais on essaye un maximum de s'informer. Lisa ou Seb, vous, avec le côté plus artistique, si j'ose dire encore une fois, vous avez des outils que vous allez consulter régulièrement. Il y a des sites ou des collègues qui vous... Comment ça se passe pour justement maintenir votre créativité au top ? Alors justement, ça existe des sortes de moteurs de recherche qui te regroupent un petit peu tout ce qui est visuel, tout ce qui est un peu dans les nouvelles tendances et autres. Après, c'est vrai que moi, je fais très attention avec les tendances parce que c'est temporel, quoi. C'est pour une certaine durée. Et je préfère des fois m'en détacher et puis avoir un autre regard, être plus original. Et puis c'est vrai que, comme je disais, par rapport à nos process, avec tout ce qui est design critique, je rejoins clairement ce qui a été dit. C'est l'intelligence collective qui te permet d'amener cette créativité à un autre niveau. Après, ça reste quand même cool, disons, et important de lire sur le sujet, de faire des formations ou autre. Mais voilà, les tendances, en tout cas, moi, je fais assez attention pour tout ce qui est visuel. Toi, Seb, tu as des outils que tu utilises ? Ouais, ça peut paraître un peu bête, mais moi, tout ce qui est vraiment culturel, tout ce qui est musique, film, photo, c'est quelque chose qui alimente énormément mon inspiration et ma créativité. Parce que typiquement, quand je vais voir un film, tout d'un coup, je vais voir un titrage dans le film que je vais trouver vraiment cool. Puis aussi tous les outils que tu as cités, Lisa, tous ces moteurs de recherche avec juste des images, c'est quelque chose que... ça, je m'en sers plus dans un deuxième temps quand je dois rechercher pour un projet ou autre. Mais dans un premier temps, c'est vraiment tout ce qui m'entoure culturellement parlant et qui m'aide vraiment beaucoup. Typiquement, la musique, j'ai une imagination qui est très imagère dans ma tête. Du coup, une musique, des fois, va m'inspirer juste une vision ou une esthétique. Et puis, ça va m'aider pour plus tard, je sais pas, dans 2-3 mois, je vais repenser à ce truc quand je vais bosser sur un projet. Puis, ouais, voilà. Et toi, Jonas, tu vas faire le tour d'un autre fournisseur de meubles pour faire avoir les inspirations ou Non, alors dans le meuble et dans plein d'entreprises qui font de la vente, il y a des salons spécialisés. Donc nous, on va à des salons à Paris, en Allemagne, en Italie, où il y a des fournisseurs qui viennent exposer des produits, des tendances, des nouveautés. Donc ça, c'est quand même assez important. Après, tout bêtement, à force d'aller voir un peu sur Internet, maintenant j'ai des stories sponsorisées sur Insta qui sortent. Et puis encore hier, j'ai vu un produit qui fait « Ah, chouette, c'est cool ». Et j'ai contacté le fournisseur ce matin en me disant que ça pouvait être un produit top pour QHOME, pour Coca. Et puis sinon, il y a ce que je disais tout à l'heure sur aller chez un pote et puis il a un vase ou une chaise qui est chouette et puis et lui demander, savoir où il l'a trouvé et puis connaître la marque pour aller derrière. Essayer de la proposer sur le shop, ouais. Ouais, donc en fait, vous avez tous aussi un peu un œil, même en dehors du travail, quoi. Vous allez toujours... Il y a toujours un petit focus sur le travail pour... tout le temps. Un petit peu, ouais. Ok. C'est vrai, comme Seb disait, finalement, de regarder un film, ça peut être hyper inspirant dans son travail, pour n'importe qui, au final. Ouais. Des fois, la créativité, elle est là où on ne pense pas, quoi. On s'arrête là-dessus. Du coup, vous diriez qu'il y a un dénominateur commun dans le fait d'être créatif, ou en tout cas au niveau de la créativité par rapport à tout ce qui a été dit un peu déjà depuis le début ? J'ai l'impression que le fait d'être curieux, en tout cas, c'est quelque chose qui transmet à fond. Ouais. Je pense être curieux. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est se sortir de sa zone de confort aussi. De savoir qu'il faut aller chercher un petit peu et voir ce qui existe en dehors de son quotidien, quelque part. Puis j'ai l'impression qu'il y avait aussi pas mal de choses sur le dialogue avec les collègues ou la parole. Clairement. Ouais. Et peut-être aussi se sentir libre, pas être trop dans sa tête et puis voir trop les contraintes comme peut-être quelque chose d'agressif.
Mais vraiment, ouais, de se sentir libre d'aller explorer, même de prendre le temps d'explorer. Parce que des fois, on a tendance à être tellement dans la routine et puis dans « Ah, il y a des deadlines, il faut faire ci et ça ». Et en tout cas, moi, je sais que personnellement, ça va me bloquer plus que me permettre de créer, quoi. Ouais, totalement. Moi, je sais qu'au début, quand j'étais au tout début de ma formation, j'avais vraiment de la peine à me lâcher créativement parce que j'avais ce cadre d'entreprise dans ma tête qui emprisonnait toutes mes idées. Et je trouve que c'est un truc, en fait, c'est une question de perspective. C'est vraiment la manière dont tu vois ton brief, dont tu vois la manière dont tu vas travailler qui va vraiment amener une autre vision sur le projet que tu as et qui va pouvoir débloquer plein de trucs créatifs autre part, quoi. Ouais, clairement. Et pas avoir peur de se louper, encore une fois, je pense. Ouais, totalement. Ouais. On peut pas faire faux. Ouais, le cas de Coca, en fait, c'est complètement personnel. En fait, c'est parce qu'on on s'est délivré nous-mêmes et qu'on se sent, en fait, on se sent dans un cadre qui est Coca qui nous met à l'aise, où on peut justement faire utiliser notre créativité. Puis quelque part, c'est le côté personnel qu'on met en avant. Que ce soit par ce que tu as mis, ce que tu fais comme design justement, par les offres que tu trouves, c'est un bout de toi que tu vas proposer. Et ok, vous ne vendez pas, hein, on est d'accord. Mais calme-toi. c'est quelque chose d'ultra personnel. Et Coca donne ce cadre. Donc pour moi, il y a presque, encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais le côté personnel, c'est ça pour moi le dénominateur commun. Hyper bien. Pour finir un peu cette table ronde, je vais finir avec une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil, une recommandation pour un peu booster la créativité ou quelque chose qui vous permet d'aller plus loin et de chercher encore plus de créativité? Ça peut être très varié, hein. Ça peut être genre personnel, professionnel, n'importe quoi qui vous passe par l'esprit. Seb, tu veux commencer? Ouais, totalement. Je vais revenir aussi un peu sur ce que j'ai dit avant par rapport à tout ce qui est culturel. Pour moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment juste de s'inspirer au max de ce qui nous entoure, de ce qu'on voit, et pas avoir peur, pas copier bien évidemment, je n'entends pas ça, mais vraiment juste s'inspirer, prendre plein de trucs qu'on voit autour de nous, aller se cultiver surtout aussi. Je trouve que c'est méga important la culture, que ce soit musicale, picturale ou autre. Je trouve que c'est quelque chose qui aide énormément. Après, je parle vraiment dans mon domaine de métier, je parle vraiment pour moi. Mais ouais, mon conseil, ce serait vraiment, il n'y aurait pas vraiment une source fiable, ce serait vraiment juste un tout. Pour moi, ce serait vraiment se cultiver et puis être très curieux. Merci. Natacha? Alors, si je prends mon domaine, qui est un peu moins artistique, c'est pour moi parfois prendre du recul, prendre le temps de la réflexion, en fait, et puis de voir un petit peu avec une plus grande perspective, et puis surtout s'entourer, en fait, interagir avec les autres. Je pense que pour moi, c'est là qu'on trouve les meilleures solutions. C'est vraiment quand on prend, comme tu disais, l'intelligence collective, en fait, et qu'on se fait challenger et qu'on challenge les autres. Jonas? Du coup, moi, je dirais qu'il faut se faire confiance et pas avoir peur. Je vais parler de ça parce que dans l'impro, on a toujours peur quand on arrive sur scène d'avoir un trou, mais on ne peut pas avoir de trou parce que c'est de l'impro, donc on n'a pas oublié son texte. Donc c'est la peur de la page blanche, encore une fois, et de se dire de ne pas avoir peur du ridicule. Et du coup, dans notre métier, peut-être ne pas avoir peur de l'échec. Et puis on peut se louper, c'est pas grave. Enfin, on pèse le pour et le contre. Et puis si on se loupe, on ne refait pas la même bêtise une deuxième fois, quoi. Et se laisser aller et tenter des choses, ouais. Je peux juste couper parce que j'ai une question qui me démange pour toi. Ça t'est déjà arrivé d'arriver sur scène et vraiment, même si t'avais pas de texte ou rien, t'es dans un blanc total, t'arrivais pas? Oui, ça m'est arrivé, ouais. J'ai dû faire un solo de 5 minutes et j'avais sur un thème imposé, je sais plus ce que c'était, et pendant 5 minutes, j'ai juste fait semblant de fumer une clope, puis j'ai éteint ma clope, puis j'ai rallumé une clope. Et à la fin, j'ai juste dit un mot, et puis c'était fini. Puis en fait, ça allait avec le thème, et puis et des fois, je pense à un prof d'impro qui nous disait vous avez rien, ouvrez la boîte à fun, sortez un truc, le premier truc qui vient, une bouteille rose, ok, vous refermez la boîte, puis là il y a une bouteille rose, allez-y, faites quelque chose de cette bouteille rose. Et puis ça te lance après, la bouteille rose va amener, je suis peut-être serveur dans un bar ou un truc à cocktail ou autre, et puis petit à petit, le rajout des éléments en plus, un deuxième improvisatrice qui arrive, ça va créer une histoire, et puis justement le mélange des idées va faire que l'idée va se créer et va se développer, quoi. Ok, ouais, trop bien. Lisa? Je pense que ça répète aussi un peu ce que Natacha l'a dit, par exemple, mais c'est clair que moi, je fonctionne pas mal avec l'intelligence collective, dans le sens, tu as la tête dans le guidon, va voir tes collègues, surtout si tu as de la chance de travailler en team. Après, pour les personnes qui sont seules ou en télétravail, et tu n'as pas les autres, disons, d'accessibles, de juste faire totalement autre chose.
tout laisser en plan. Je sais pas moi, tu sors de chez toi, tu vas te balader en montagne, puis tu te focuses vraiment sur des trucs rien à voir, genre je sais pas, le bruit du vent dans les arbres, enfin de faire un petit peu comme ça, d'avoir du calme en fait, et puis de pas y penser. Et puis souvent tu reviens peut-être 2-3 jours après sur ton problème, et tu es en mode mais purée, pourquoi j'y avais pas pensé? Des fois c'est évident comme ça et simple au final, et accessible à tous et toutes. Chris? Moi, je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. Moi, en soi, c'est de créer le bon cadre. Et pour moi, il n'y a pas meilleur cadre que d'être sous la douche. C'est absurde, faut le dire clairement, mais je trouve que c'est sous la douche que je trouve les meilleures idées. Et évidemment qu'il y a l'intelligence collective qui va venir, mais des fois, c'est des petites choses toutes simples de créer un cadre où on se sent vraiment bien, ou tout simplement une bonne nuit. Mais moi, mon petit secret perso, c'est la douche. C'est pour ça qu'il y a des douches juste à côté de ton bureau. T'as tout compris. Et moi, je me permets aussi de rajouter un peu mon point de vue là-dessus. J'ai lu un livre ce week-end qui me fait un peu penser à la discussion qu'on a eue, qui s'appelle Parfaites imperfections de Eric Kessel. Et c'est un peu ça, c'est justement ne pas avoir peur. Et puis même s'il y a des erreurs, comment reprendre l'erreur, comment ça amène une autre vision, ça amène une autre manière de voir, ça amène une autre manière de réfléchir du coup, parce que comme on s'est planté une fois, alors c'est un livre qui est orienté un peu photo, mais je me suis dit que c'était applicable à plein de domaines de la vie, et c'était une découverte assez cool du week-end. Ouais, je trouve ça méga intéressant, surtout par rapport à l'erreur. Enfin, moi j'aime bien dire souvent que l'erreur c'est pas une option, c'est plus une solution. Dans le sens où une fois que tu as fait l'erreur, tu sais tu sais ce que tu as fait de faux, et du coup tu as la solution devant toi. Plutôt que de la dramatiser puis la tourner en « Ah, c'est la catastrophe, j'ai fait une erreur, je me suis foiré sur tel point ». J'aime bien aborder ce point de vue dans le sens où on apprend toujours de nos erreurs. C'est un peu cliché dit comme ça d'ailleurs, mais, ouais, non, vraiment juste que c'est pas une option et que t'as la solution devant toi et t'as juste pas à la refaire, quoi. Il faut quand même faire l'erreur à petite échelle, Oui. plusieurs millions, quoi. Oui, non, d'accord. C'est ce que j'allais dire, la logistique. Dans tous les cas, c'est la même chose. Une petite erreur est vite payée, mais après c'est aussi intéressant de voir que la créativité elle peut intervenir sur la gestion de la solution ou de la crise justement. Oui, totalement, mais il faut aussi savoir tester en fait, effectivement à petite échelle où il faut. Oui, c'est quelque chose que vous mettez en place, les tests par exemple? Oui, à la log. Mais surtout dans la logistique actuelle. Ok. Ouais, on teste beaucoup de nouveaux flux, de nouvelles choses. Oui. T'as un exemple par exemple à partager? Alors c'est quand même très logistique, mais oui, on teste des layouts, la façon dont on organise en fait les racks pour que le picking des commandes soit le plus efficace possible. On va les mettre dans un sens, puis après on va éventuellement changer. Là, on a trouvé quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Hyper cool. Merci à tous d'avoir partagé votre vérité sur le sujet. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. C'était hyper intéressant. Merci. Et puis on voit au final qu'il y a de la créativité vraiment dans tous les cœurs de métier, même ceux auxquels on ne pensait pas forcément au début. Donc merci d'avoir partagé ça. On espère que ça vous a plu sur ceux qui écoutent ou ceux qui nous regardent même. Et puis c'est la fin de En Vrai pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain avec un sujet sur la tokenisation. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu, et on se réjouit de voir vos commentaires. À bientôt.